Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le retour de l'affaire du sabotage des gazoducs Nord Stream. Un suspect a été arrêté et, surprise, il est ukrainien. En Serbie, la contestation contre le président Vučić se poursuit avec des manifestations parfois violentes. Et enfin, une actualité plus lointaine avec la Bolivie qui est en train de tourner le dos à 2 décennies de socialisme. Rebondissement dans l'affaire du sabotage des gazoducs Nord Stream. Un suspect ressortissant ukrainien a été arrêté en Italie sur un mandat de la justice allemande. Mais les véritables responsables courent encore et l'affaire gêne les dirigeants européens. Édouard Chano. Le mystère du plus grand sabotage de la guerre ukrainienne sera-t-il enfin levé ? Un individu soupçonné d'avoir participé à la destruction du gazoduc Nord Stream en septembre 2022 a été arrêté par les carabinieri italiens à la suite d'un mandat d'arrêt de la justice allemande dans la nuit du 18 août. De nationalité ukrainienne, âgé de 49 ans, Serhiy K a été appréhendé alors qu'il passait des vacances en famille près de Rimini sur la côte adriatique. Le parquet fédéral allemand a indiqué qu'il était vraisemblablement l'un des coordinateurs de l'opération et qu'il devrait bientôt être extradé en Allemagne. Une petite avancée dans une affaire qui gêne toujours autant les dirigeants européens. Bien sûr, personne n'a jamais revendiqué l'acte, les 4 explosions du 26 septembre 2022 qui ont détruit les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la Baltique. Les obsessions anti-russes ont même conduit certains à penser que le Kremlin aurait fait sauter ses propres gazoducs alors qu'ils étaient déjà à l'arrêt. Volodymyr Zelensky a de son côté rejeté toute responsabilité. L'Allemagne était un partenaire économique majeur de la Russie, lui achetant du gaz bon marché via le Nord Stream, co-dirigé d'ailleurs par l'ancien chancelier Gerhard Schröder. Pour le journaliste indépendant Frédéric Egui, qui avait été interdit des conférences de presse de l'Élysée en février 2024 pour avoir posé une question à la porte-parole Priska Thévenot sur cette affaire, celle-ci est un véritable scandale d'État. Le renseignement allemand a donné sa version. Chacun est libre d'y croire ou pas. Il faut pourtant voir, à mon sens, qu'elle est malgré tout parfaitement fantaisiste sur le côté opérationnel. Il faut bien se rendre compte ce que c'est que de faire sauter un gazoduc à 100 mètres de profondeur. C'est tout sauf un travail d'amateur. Dire qu'on a pu faire ça en loin yacht avec une opération à 300 000 euros, c'est fantaisiste. Mais en dehors de ça, il y a aussi le côté stratégique qu'il faut voir. Admettons que ce soit le cas. À ce moment-là, est-ce que ça veut dire que Zelensky n'était pas au courant d'une opération militaire qui, comme je le disais, est une déclaration de guerre contre un de ses alliés ? Est-ce que ça veut dire que les États-Unis, qui dirigent eux-mêmes les opérations militaires de l'Ukraine, auraient pu ne pas être au courant ? Tout ça est absolument inconcevable. Ça a d'autant moins de sens quand on sait que Joe Biden, avant le début du conflit en Ukraine, avait déclaré que Nord Stream n'existerait plus si la Russie envahissait l'Ukraine. Et Victoria Nuland avait proféré des menaces similaires. Et Donald Trump, depuis, s'est d'une certaine manière attribué le mérite du sabotage de ce gazoduc. Donc la question qu'on doit se poser, et qui est à mon sens la plus importante, c'est à qui profite le crime ? Cui bono ? Et le grand gagnant de ce sabotage, on voit bien qui c'est, on voit bien qui profite du fait d'avoir coupé l'industrie allemande et européenne des hydrocarbures russes, on voit qui les a remplacés. Pour les enquêteurs allemands, tout commence avec l'Andromeda, un yacht de 15 mètres loué 11 900 € du 27 août au 24 septembre 2022. Un petit commando d'une dizaine de personnes aurait embarqué dans le port allemand de Rostock. Ce groupe de patriotes ukrainiens, comprenant des plongeurs expérimentés, aurait été financé par un homme d'affaires ukrainien pour 300 000 $. Selon le Spiegel, c'est un ancien des services ukrainiens, Roman Chervinsky, qui serait le cerveau de l'opération et un loup solitaire, reprochant au gouvernement Zelensky de s'être fait infiltrer par les services russes. Encore selon le magazine allemand, l'opération aurait été proposée au général Valery Zaloujny, alors chef d'état-major ukrainien, puis à Volodymyr Zelensky. Selon le Wall Street Journal, la CIA, informée du projet, aurait demandé à celui-ci d'abandonner l'opération. Circulez donc, il n'y aurait rien à voir et bien sûr aujourd'hui, l'enquête patine. En février 2024, le Danemark et la Suède ont clos leurs enquêtes respectives, estimant qu'il n'y avait pas matière à des poursuites pénales. En septembre 2024, les autorités polonaises refusent même d'arrêter un suspect identifié par les services allemands. Selon le Spiegel, Varsovie l'aurait qualifié de héros. Aujourd'hui, les condamnations de Berlin sont bien timides, rappelant encore et toujours, en dépit de l'enquête, être solidaire de Kiev. Et les protestations sont bien rares.
Hier, 21 août, la députée allemande Sarah Wagenknecht a demandé l'audition de Volodymyr Zelensky devant une commission du Bundestag sur les attaques visant Nord Stream, qu'elle qualifie d'actes de terrorisme d'État. Elle a fustigé le soutien financier massif à Kiev sans qu'aucune explication n'ait été exigée à ce jour de la part du dirigeant ukrainien. Pour Frédéric Gouy, pas de doute, il faut poser les questions qui fâchent. À qui profite le crime ? Écoutez, le sabotage de Nord Stream, pour revenir aux bases, c'est un acte de guerre contre l'Allemagne et par extension contre l'UE. S'attaquer à une infrastructure énergétique de cette importance, qui est finalement l'artère de l'industrie allemande, ce n'est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre. Mais ce qui est finalement pour les peuples européens encore plus scandaleux que l'attaque elle-même, et beaucoup plus troublant si j'ose dire, c'est la réaction, ou plutôt la non-réaction des dirigeants européens. Ces mêmes dirigeants qui n'ont de cesse de mettre en garde leur population contre la menace russe, une menace russe parfaitement hypothétique, n'ont en revanche trouvé rien à redire lorsque leurs intérêts vitaux ont été attaqués. Il y a là un paradoxe profond, si vous voulez, qui démontre de façon irréfutable que les dirigeants européens ne défendent pas les intérêts européens. Depuis 2022, en effet, l'Union européenne a massivement accru ses importations de gaz naturel liquéfié américain, remplaçant immédiatement un tiers des volumes russes d'avant-guerre. En 2024, les États-Unis fournissaient 50% du GNL importé, contre 17% pour la Russie et 10% pour le Qatar, pour des prix 2 à 5 fois supérieurs au gaz russe. Et puis l'accord humiliant du 27 juillet 2025, imposant des tarifs douaniers de 15% à l'Union européenne, prévoit aussi l'achat pour 250 milliards de dollars par an d'hydrocarbures américains, dont du GNL. Enfin, nouveau signe de l'hypocrisie ambiante, les opérations contre les pipelines n'étonnent plus. Une troisième attaque contre l'oléoduc Druzhba, qui achemine du pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie, a en effet été signalée par la Russie hier, dans la nuit du 22 août. Les livraisons de brut à Budapest ont de nouveau été interrompues. Cette fois, l'Ukraine n'a rien démenti. Europe toujours, alors que nous évoquions hier les tensions en Bosnie, la Serbie voisine n'est pas en reste avec une contestation populaire et parfois violente à Belgrade contre le président Vučić. Nicolas de Lamberterie. La contestation contre le président serbe Aleksandar Vučić ne faiblit toujours pas depuis novembre 2024. Tout est parti d'un drame à Novi Sad, la deuxième ville du pays, lorsque le auvent de la gare pourtant fraîchement rénovée s'est effondré, entraînant la mort d'une quinzaine de personnes. Rapidement, les étudiants serbes se sont mis en grève et en manifestation, réclamant que toute la lumière soit faite sur le drame de Novi Sad, avec le soupçon que la corruption, assez répandue en Serbie, ait contribué à ce que les travaux de finition de la gare soient bâclés, ce qui aurait entraîné cette catastrophe. Progressivement, le mouvement a fait tache d'huile au sein de la société serbe et a par de nombreux aspects ressemblé aux Gilets jaunes en France, en ce sens qu'il ne se réclame d'aucun parti politique, n'a pas réellement de leader et aspire à des changements profonds dans la société serbe qui ont une dimension à la fois révolutionnaire mais aussi par moments utopiste. Mais au final, le plus surprenant, c'est que ce mouvement dure et vient de reprendre il y a quelques jours, en plein mois d'août, et que les manifestations ont été émaillées de scènes de violence et d'affrontements jusqu'alors inédits dans le cadre de ce mouvement. Ce qui change depuis les manifestations qui ont commencé quand même en novembre de l'année dernière, c'est l'intensité de ces manifestations. On a vu quand même plusieurs scènes d'émeutes. Le siège du parti du président au pouvoir, le SNS, a été brûlé dans la ville de Valjevo. Il y a eu des affrontements même, non seulement avec la police, entre la police et les manifestants, mais aussi entre des soutiens d'Aleksandar Vučić, le président serbe, et les manifestants. Aleksandar Vučić a parlé, lui, de terroristes en parlant des manifestants, et on sent qu'il y a vraiment une espèce de tension qui monte suite à cette petite année pour l'instant de manifestations. C'est assez inhabituel. D'habitude, au mois d'août, la ville de Belgrade est en vacances, il n'y a plus personne. Voir des manifestations comme on l'a vu ces derniers jours est assez surprenant. Donc cela annonce une entrée qui va être encore très chaude, plus chaude qu'un été indien habituel à Belgrade. Les manifestants ne sont pas contents parce qu'ils estiment que le gouvernement ne répond pas à leurs demandes. N'oublions pas que leur demande principale, c'est vraiment la fin de la corruption en Serbie. Ils réclament de nouvelles élections et puis surtout vraiment de mettre fin à la corruption qui a émaillé ce terrible incident du perron de la gare de Novi Sad qui s'est abattu, qui a tué plus d'une dizaine de personnes. Depuis le départ, chacun a la plus grande difficulté à identifier la nature réelle de ce mouvement. Les partisans du président Vučić et certains analystes parlent volontiers d'ingérence occidentale et de tentatives de révolution de couleur,
tandis qu'il apparaît assez clairement que le soutien des Occidentaux à ce mouvement en Serbie est des plus timorés. Pas de drapeaux LGBT ou autres dans ces manifestations, où l'on voit même parfois fleurir des drapeaux en faveur du Kosovo serbe, voire des représentations du Christ ou même des symboles de la Russie tsariste. De son côté, Aleksandar Vučić, lui, parle de mouvements organisés de l'étranger, parle de révolution de couleur. On ne peut pas vraiment parler, en tout cas on n'a pas les codes traditionnels d'une manifestation d'une révolution de couleur en Serbie aujourd'hui. Il n'y a pas de réclamation de descendre de rejoindre l'Union européenne. On voit pas de drapeau européen, on voit pas de drapeau atlantiste, on voit pas de drapeau de l'OTAN comme on a pu le voir en Géorgie lors des dernières manifestations qui étaient activement soutenues par Washington et par Bruxelles. Alors ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les signes traditionnels d'une révolution de couleur qu'il n'y a pas des intérêts de pays atlantistes pour encourager les manifestants à descendre dans la rue. On voit un soutien plutôt tiède dans les journaux atlantistes, qui est déjà plutôt un signe qu'il n'y a pas c'est pas un grand mouvement organisé. Mais pour autant, on sait que Vučić est très mal vu dans de nombreuses chancelleries européennes parce que il ne veut pas reconnaître l'indépendance du Kosovo, parce qu'il maintient ses relations avec la Russie, il ne veut pas imposer des sanctions. Pour autant, on voit bien que Aleksandar Vučić fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'Union européenne. Il s'est rapproché ces derniers temps d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est aussi Aleksandar Vučić paye un peu cette position où il est il essaie d'être indépendant et être à la fois libre de négocier, de discuter avec qui il veut, mais où aussi il est tiraillé entre deux camps et chaque camp a un peu intérêt à le faire tomber. Donc c'est un élément important à prendre en considération dans l'analyse de ces manifestations. En attendant, les pays intermédiaires et tampons comme la Serbie continueront d'être, quoi qu'il arrive, secoués par la redistribution des cartes des grands équilibres mondiaux et le recul du bloc occidental. Et dans le cas de la Serbie, c'est surtout la Chine, beaucoup plus que la Russie ou même la Turquie, qui place ses pions au cœur des Balkans. Difficile donc de prédire l'évolution de ce mouvement et de la trajectoire personnelle du président Aleksandar Vučić, qui semble bien affaibli, mais qui en même temps n'a pas de véritable challenger au sein de la politique intérieure de la Serbie. À l'instar des Gilets jaunes en France, la contestation serbe pourra-t-elle durablement se passer d'être incarnée par un leader si elle souhaite voir ses idées en tout ou en partie mises en œuvre au sein de la société ? La question reste ouverte. Une page sud-américaine à présent avec la Bolivie qui a dit stop à la domination du parti de gauche MAS après 2 décennies de pouvoir sans partage. C'est la fin d'un cycle en Bolivie, celui de la domination du parti de gauche MAS, mouvement vers le socialisme, après 20 ans à gouverner le pays. Dimanche 17 août, le parti a été balayé au premier tour de l'élection présidentielle. Un scrutin assez exceptionnel pour ce pays puisqu'il s'est déroulé sans incident, comme nous l'explique l'ancien vice-ministre à l'aménagement du territoire du gouvernement bolivien, Daniel Dory. Elles se sont déroulées dans une absolue normalité. Ça, c'est déjà un point important. Personne ne conteste les résultats. Le gouvernement en place du MAS, qui est dans une crise épouvantable, n'avait même plus les moyens de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire d'aider les électeurs à voter bien en truquant les résultats. Le deuxième point, effectivement, c'est l'effondrement de la gauche indigéniste qui a dominé le paysage politique d'une façon absolue depuis 20 ans. Le MAS divisé a vu le candidat soutenu par le président sortant Luis Arce faire moins de 5% des voix, alors que l'ancien président emblématique Evo Morales, empêtré dans une affaire de détournement de mineurs, a appelé au vote nul sans succès. Ce scrutin semble donc signer la fin d'une idéologie portée par le MAS dans un contexte économique déplorable. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre 2006 et 2014, au moment où Evo Morales était dans ses 2 premiers mandats, on a eu une espèce de boom économique qui était lié aux hydrocarbures, le gaz et le pétrole, et bien sûr au négoce de la cocaïne qui florissait et qui fleurit toujours, puisque le MAS est avant tout le parti des producteurs de coca et de cocaïne à l'origine. Il a agglutiné après d'autres secteurs, mais à l'origine, c'est les syndicats de production de coca et de cocaïne du Chapare à Cochabamba. Cette période va jusqu'en 2014. En 2014, les dépenses et la corruption massive vont entraîner une crise qui va s'aggraver
qu'en 2019, où Evo Morales fait une fraude massive, précisément parce que ses résultats étaient mauvais, dans la mesure où l'économie allait mal. Et depuis ce moment-là, après un intérim en 2020, grâce à l'incapacité de l'opposition bolivienne de l'époque de s'unir, le MAS est réélu avec Luis Arce, qui a conduit le modèle étatique de narcocapitalisme. Un narcocapitalisme en crise et un pays sans devises étrangères, notamment sans dollars, ce qui empêche l'importation de nombreux produits de consommation courante. Même les hydrocarbures, richesse naturelle du pays, sont difficilement accessibles du fait de la gestion catastrophique du secteur. Les candidats arrivés en tête, le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz Pereira, 32,1%, et l'ex-président de droite Jorge Quiroga, 26,8%, marquent donc un changement ou plutôt un renouveau, puisque ceux-ci ne sortent pas de nulle part, comme nous l'explique Daniel Dory. On retrouve une indication de l'étonnante stabilité du panorama politique bolivien après la parenthèse du MAS. C'est-à-dire que l'un des candidats, celui qui a le plus de votes, Rodrigo Paz Pereira, est le fils d'un ancien président de la République entre 1989 et 1993. Jaime Paz Zamora, dont le parti, le MIR, est une directe émanation de la gauche à l'époque de l'Internationale socialiste et de toute la kleptocratie qui allait avec, mais qui a permis une transition économique correcte parce qu'il s'est allié avec la droite de l'époque, qui était le parti de Hugo Banzer, et qui a gouverné de façon correcte jusqu'en 1993. Donc c'est son fils qui est à la tête de ce groupement de partis et d'associations qui ont conduit à la première place actuellement. Le deuxième, c'est Jorge Tuto Quiroga, c'est-à-dire l'ancien président de la République lorsqu'il a succédé au général Banzer en 2000, lorsque le général Banzer a été malade et finira par mourir, puisqu'il était son vice-président depuis 1997. Donc on retrouve des personnages connus, mais des personnages connus dans un contexte totalement différent. Un contexte économique très compliqué, une division politique qui est le reflet de facteurs géographiques. Schématiquement, à l'ouest, dans la partie andine, celle qui évoque le plus les images de la Bolivie avec des cholas, avec des chapeaux melons, des Indiens photogéniques, cette partie-là a abandonné le MAS et s'est mise du côté de l'alliance de Paz Pereira. Et l'orient de la Bolivie, c'est-à-dire l'Amazonie et le grand département de Santa Cruz, s'est rallié à Tuto Quiroga, c'est-à-dire à une droite cohérente et libérale, avec la possibilité de créer de nouvelles interactions entre les départements qui seraient possibles dès le moment où le marché devient à peu près fonctionnel. Un espoir donc pour la Bolivie après 2 décennies de gestion catastrophique du pays. Mais les Boliviens devront attendre puisque le second tour aura lieu seulement le 19 octobre prochain, conformément à la loi électorale. 2 mois d'incertitude donc pour 2 projets politiques pas foncièrement contradictoires. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Les premières conclusions de l'autopsie de Raphaël Graven, alias Jean Pormanov, décédé en direct sur la plateforme vidéo Kik le 18 août à Contes, près de Nice, excluent une intervention extérieure. Selon le parquet de Nice, les médecins n'ont relevé aucune lésion traumatique interne ou externe, ni de brûlure, mais notent quelques ecchymoses et cicatrices sur les membres inférieurs. La mort, survenue après plus de 12 jours de diffusion sur la plateforme où il subissait violences et humiliations, ne serait pas liée directement à un traumatisme ou à un tiers. Les causes probables pourraient être d'ordre médical ou toxicologique. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques sont en cours pour préciser les raisons exactes du décès. Un nouveau grand maître pour les francs-maçons du Grand Orient. Il a 72 ans et s'appelle Pierre Bertinotti. Il est professeur d'économie et ancien haut fonctionnaire. Pierre Bertinotti a raflé le titre dès le premier tour. Ce franc-maçon chevronné, qui a déjà usé ses souliers 2 ans au Conseil de l'Ordre, prend la relève de Nicolas Penin pour 1 an. Dans son discours, il a promis une refondation du pacte social, s'alarmant des menaces sur l'état de droit, la solidarité en péril et l'intelligence artificielle qui restructure le monde. Diplômé de Sciences Po et d'HEC, ancien du ministère des Finances et conseiller municipal à Metz, Pierre Bertinotti enseigne à Centrale Supélec, un long CV pour diriger une organisation quasi secrète fondée en 1728. À Poitiers, le petit train touristique, attraction familiale et gratuite, ne circulera plus dans le centre-ville cet été.
stoppé net par l'insécurité. Victime de violences, qualifié bien d'incivilité, le conducteur âgé de 28 ans est en arrêt de travail après un incident survenu le 14 août. Un groupe d'individus a perturbé son trajet en jetant des bouteilles sur les passants et en mettant de la musique à fond avant de fuir à l'arrivée de la police municipale. Ces comportements, récurrents selon l'office de tourisme, ont été la goutte de trop. À cela s'ajoutent des pannes techniques à répétition, une batterie électrique défaillante en juillet, remplacée par un moteur diesel, qui a immobilisé le train à plusieurs reprises. Faute de nouveaux conducteurs titulaires d'un permis D, le service, prévu jusqu'au 30 août, est suspendu. Un été maudit pour cette animation prisée qui laisse l'office de tourisme face à des frais non amortis. L'immunité diplomatique française bafouée en Afrique. Mercredi, le journal Jeune Afrique a dévoilé que le Mali avait arrêté un agent français de la DGSE. Selon Bamako, il est soupçonné d'avoir mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires dans le cadre d'une présumée conspiration. La personne arrêtée était pourtant déclarée comme agent de la DGSE auprès des autorités maliennes dans le cadre de la coopération antiterroriste entre le Mali et la France. Accrédité comme agent diplomatique, il bénéficiait de l'immunité. Par ailleurs, Bamako a dévoilé son visage et son nom complet, ce qui est contraire aux conventions internationales. L'actualité internationale en bref. Vers une destruction de la ville de Gaza. Ce vendredi, le ministre de la Défense israélien a annoncé que le plan de conquête de la ville a été officiellement approuvé par le gouvernement. Il ajoute que le Hamas doit accepter toutes leurs conditions. Sans cela, cette ville serait rasée comme Rafah et Beit Hanoun. Le ministre de la Défense leur promet, je cite, les portes de l'enfer. Par ailleurs, l'armée israélienne a appelé les hôpitaux de Gaza et les organisations humanitaires internationales à évacuer du nord vers le sud. Mais le ministre de la Santé de la bande de Gaza s'y oppose, affirmant que cela priverait plus de 1 million de personnes de leur accès aux soins médicaux et exposerait la vie des résidents, des patients et des blessés à un danger imminent. Notons qu'une enquête du journal britannique The Guardian et du journal israélien Plus 972 a dévoilé jeudi que, selon les données de l'armée israélienne, 83% des morts à Gaza en mai étaient des civils. Laxiste avec les pédophiles pakistanais et intransigeant avec d'hypothétiques incendiaires autochtones. Le Royaume-Uni poursuit sa descente aux enfers. Jeudi, un adolescent britannique de seulement 17 ans a été condamné à 10 ans de prison pour avoir planifié une attaque contre une mosquée à Glasgow en janvier 2025. Arrêté alors qu'il tentait d'entrer dans le bâtiment avec un sac contenant une arme à air comprimé, des munitions, des cartouches de gaz et des bombes aérosols, il avait sur son téléphone un plan de la mosquée et une liste de personnes. Chez lui, la police a saisi un exemplaire de l'ouvrage Mein Kampf, des armes airsoft, des couteaux et des instructions pour fabriquer des explosifs. L'adolescent se serait radicalisé en ligne et n'appartenait pas à un groupe nationaliste. La peine d'une décennie apparaît comme un message pour le moins clair au Royaume-Uni, la seule intention de commettre un acte répréhensible contre un bâtiment islamique. À titre de comparaison, à Rockdale, Kari Abdul Rauf a été condamné en 2012 à 6 ans de prison seulement pour trafic sexuel et conspiration. La tradition invitée à Rome. De mardi à jeudi, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X a fait un pèlerinage à Rome dans le cadre du jubilé 2025. La congrégation traditionnelle a eu un vif succès, réunissant plus de 7000 fidèles pendant ces 3 jours, mais surtout leur pèlerinage était annoncé officiellement sur le site internet du Saint-Siège, ce qui induit une forme de reconnaissance de la communauté qui se trouve en situation canonique floue depuis le sacre de 4 évêques sans mandat pontifical en 1988. En dépit de cette situation, les portes des basiliques ont été ouvertes à la fraternité Saint-Pie X, qui a pu faire des processions dans la basilique Saint-Jean de Latran mercredi et vers la basilique Saint-Pierre jeudi, à croire que le pontificat de Léon XIV commence dans un souci de réconciliation. Sinistre record continental. En 2025, les incendies ont dévasté plus d'1 million d'hectares dans l'Union européenne, battant le record de 2017, selon les données du système européen d'information sur les feux de forêt. Cette superficie, équivalent à plus de 10 000 km², dépasse celle de la Corse. Des pays comme la France, l'Espagne et le Portugal ont été particulièrement touchés par des incendies ravageurs cet été. Alors que l'Espagne et le Portugal luttent encore contre d'importants feux, ce triste record, le pire depuis le début des statistiques en 2006, souligne l'ampleur des feux qui ont gagné l'Europe et leurs conséquences dévastatrices sur les écosystèmes continentaux. Ce soir, vous avez rendez-vous avec une rediffusion de Choc du Monde, mais là, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À lundi pour un nouveau journal.